l'Occident visiblement très inquiet du rapprochement entre la Russie et l'Iran. Donc nous allons réagir à ça. On va faire notre travail de salubrité quotidienne. Comme d'habitude, je compte sur vous dans les commentaires. Moi, en live, j'essaie de réagir aux incohérences. Vous, je compte sur vous dans les commentaires. D'accord? On fait ça, c'est parti. C'est votre gars, le déconstructeur, l'héritier Bateke. On y va dans cette réaction. Le temps de l'info, on l'a appris hier, Moscou remet ça 6 mois après la signature d'un accord de partenariat stratégique global avec la Corée du Nord. Moscou s'apprête à le faire avec un autre allié, avec l'Iran. Signature attendue dès ce vendredi. Et là, on parle de partenariat stratégique global, hein, militaire aussi. On va y revenir avec Grégory Phillips qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef de l'actualité internationale. Je croyais que la Russie était isolée. C'est pas eux qui ont crié partout. Oh non, la Russie est isolée, la Russie est isolée. Ah, mais c'est bizarre. Ils signent des partenariats stratégiques avec beaucoup de monde quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? LCI, nous sommes toujours avec Valérie Trierweiler et avec Marlène Schiappa. Grégory, pour y voir beaucoup plus... Oh, Valérie Trierweiler, c'était pas elle, Madame Scooter avec François Hollande. Maintenant, elle est arrivée, elle aussi, sur LCI, raconter des conneries. Ah. Claire, alors le président iranien va même rencontrer Poutine. Hein, vendredi. Il est d'accord. Ce sera vendredi, image forte. 47 articles. On est clairement dans le même type d'accord qu'avec la Corée du Nord? Oui, essentiellement un accord militaire avec des livraisons d'armement, sans doute l'officialisation, parce qu'en fait on sait que Téhéran, depuis des mois maintenant, livre notamment ces tristement célèbres drones Shahed à Moscou pour la guerre en Ukraine, aussi des missiles de courte et moyenne portée. Donc c'est ça qui va être officialisé et sans doute renforcé. Un accord militaire, vous l'avez dit, à peu près équivalent à celui qui a été... Vous ne voulez pas collaborer avec les Russes, mais il y en a d'autres qui veulent. Pourquoi ça vous dérange là? Pourquoi on dirait là sur le plateau, là vous en parlez, ambiance d'enterrement, on dirait que vous allez tous pleurer parce qu'il y a des gens qui collaborent avec la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est signé avec Pyongyang, ce qui dessine quand même un axe Corée du Nord, Russie, Iran. Mais c'est le Sud global. Le Sud global, on sait qu'il y a les BRICS, on sait que l'Iran a toujours été proche d'eux. Donc, je vois pas en quoi ça vous étonne. La Corée est proche de la Russie, donc voilà, c'est le Sud global. Assez fort axe que les Américains à l'époque auraient pu qualifier d'axe du mal. Enfin, vous voyez un peu le... C'est ça le problème des Américains. Ils qualifient les autres d'axe du mal, mais c'est eux qui vont faire couler le sang partout sur la planète. Qu'est-ce que vous en pensez? On sait aujourd'hui c'est qui le véritable mal, hein. La comparaison. Et j'insiste lourdement sur ce point, mais ce traité permettra clairement à l'Iran d'envoyer des troupes, par exemple en Russie, pour repousser les Ukrainiens, même du côté de course, comme c'est le... La Russie n'a pas besoin des troupes iraniennes, tout comme vous parlez des troupes nord-coréennes, ils n'ont pas besoin des troupes nord-coréennes non plus. Et plusieurs hauts responsables russes se sont exprimés à ce sujet. Ils ne vont pas intégrer des personnes qui ont des langues différentes et des habitudes d'armement dans leur armée, dans des opérations en cours, parce que ça ralentirait la dynamique. Vous racontez n'importe quoi. En fait, c'est la Russie seule qui vous tape. Arrêtez de mélanger les autres dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Le cas avec la Corée du Nord aujourd'hui? Ouais, ce serait un développement majeur et très important si effectivement des troupes iraniennes se retrouvent dans cette oblast de Koursk occupée par les Ukrainiens. On n'en est pas là encore pour l'instant. On verra si vendredi il y a ce type d'annonce ou pas. Mais c'est possible. Techniquement parlant, l'accord ouvre cette possibilité. Oui, alors vous avez une armée iranienne moyennement puissante, mais vous avez des gardiens de la Révolution, par exemple, qui ont des milices, des unités extrêmement formées et militarisées. Honnêtement, si par exemple les Pasdaran venaient à aller combattre en Russie, ce serait quand même un développement très important dans ce conflit. Je ne sais pas si on en est là pour l'instant. Oui, mais on se pose toutes les questions parce que je voyais notamment, je regardais l'article 4, il stipule que si l'un des pays signataires est mis en état de guerre par une invasion armée, l'autre fournira
et sans délai une assistance militaire et autres avec tous les moyens en sa possession, etc., etc. Alors du coup, c'est vrai qu'on tire tous les fils. On doit réagir. Oui, oui, j'allais citer aussi l'article 4 qui est inquiétant. Et c'est vrai que cet accord est inquiétant. Alors on sait que les deux hommes, les deux présidents avaient un rapport déjà extrêmement proche. Ils se sont vus en octobre au sommet des BRICS. Et Poutine parlait de liens d'amitié avec Téhéran et avec son président. Mais la vraie question aussi, c'est pas seulement l'intervention de l'Iran à Moscou, c'est aussi que se passera-t-il si Israël attaque l'Iran sur ses réserves nucléaires. Voilà, que fera Moscou à ce moment-là? Est-ce que vous imaginez? Donc, du coup, là, on a quand même en Mondovision une dame qui parle d'Israël, qui attaque les autres pays comme ça. Pour eux, ça leur paraît normal. Je sais pas. Que Moscou puisse aider Téhéran en cas d'attaque effectivement sur Israël. Alors, l'accord le prévoira en tout cas. Sans doute, c'est possible. Après, il y a une autre donnée contractuelle et transactionnelle, c'est le nucléaire. C'est-à-dire que, évidemment, tout ça n'est pas gratuit. Certes, il y a des liens d'amitié entre les deux pays, mais il y a aussi un deal. Faut pas se le cacher. Et l'idée, c'est effectivement que la Russie puisse fournir à l'Iran une aide au développement de son programme nucléaire. Attention, on parle bien d'un programme militaire. Enfin, tout le monde est d'accord là-dessus. L'AIEA dit que on n'a jamais été aussi près. Téhéran n'a jamais été aussi près d'avoir un programme nucléaire militaire. Maintenant, Téhéran a l'arme nucléaire et leur programme nucléaire, il est effectif. En quoi ça vous dérange? Vous avez bien tous la bombe nucléaire. Quand les États-Unis ont lâché ça sur le Japon, ça vous a pas dérangé. Mais vous savez très bien que si l'Iran a ça, en fait, l'équilibre des forces dans la région va être rééquilibré. Parce qu'actuellement, c'est Israël qui était le seul à avoir l'arme nucléaire dans la région. Donc, il pouvait un peu faire et se permettre tout et n'importe quoi. Maintenant, si l'Iran développe effectivement l'arme nucléaire, Israël ne sera plus en mesure de faire ce qu'il veut et d'attaquer les gens là actuellement comme ils le font. Vous le savez très bien. On parle même de quelques semaines. Ils n'en sont plus qu'à quelques semaines. Avec des centrifugeuses de plus en plus modernes, de plus en plus rapides, et surtout une capacité de l'AIEA de plus en plus faible à aller inspecter ce qui se passe notamment à Natanz et à Fordo. Donc dans ce deal, pardonnez-moi pour ce mauvais terme anglais, dans cet accord, dans ce contrat, il y a l'aide militaire que l'Iran peut apporter à Moscou, mais de l'autre côté, il y a aussi ce que Moscou peut offrir en termes nucléaires. Oui, Paris Chiappa. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, ce sont deux États, l'Iran et la Russie, qui agissent vraiment hors... Non, mais vraiment, leur plateau, mais ils ont recyclé, genre, c'est du recyclage. Genre, Chiappa, elle n'était pas dans le gouvernement, c'est pas la ministre qui se montait à poil la dernière fois. Ils sont allés chercher Trierwiller. Ils viennent, c'est à vos experts, allez chercher des personnes plus sérieuses quand même, respectez-nous. Cadre et hors cadre international singulièrement, et qui là se donne un cadre justement à cette action. Et sous le contrôle de Grégory, j'ai le sentiment que ce pacte, il vise bien sûr à engager les deux États l'un envers l'autre, mais c'est surtout un message vis-à-vis de la communauté internationale. On se souvient que l'Union européenne avait annoncé par exemple des sanctions contre l'Iran en cas de livraison de missiles balistiques à la Russie. Mais au-delà de ça, je dirais que ce qui les unit, vous parliez d'axe du mal, c'est vraiment le fait que ce sont des autocrates. Il y a un livre extrêmement intéressant qui a été publié par une femme journaliste. Des autocrates qui ont le soutien de leur peuple. Ça, c'est dans votre tête que ce sont des autocrates. Hein. Les autocrates, aujourd'hui, on les voit dans les pays occidentaux qui mènent des politiques à l'encontre des intérêts de leur peuple et même de la volonté de leur peuple. Votre argument-là, autocratie, ça ne passe pas, ça ne marche plus. Il n'y a que dans votre tête que ça marche. Américaine qui a pris Pulitzer qui s'appelle Autocracy Inc. Je ne sais pas si vous l'avez lu, je le recommande. Non, j'ai lu les articles sur le sujet ces dernières heures en effet. Elle a donné une longue interview dans l'Express d'ailleurs. Ah d'accord, en tout cas je trouve que ce qu'elle dit est absolument passionnant puisqu'elle alerte de longue date sur le fait qu'il y a des autocrates et que ces autocrates s'affranchissent de toute règle et que la particularité des autocrates c'est qu'ils s'entendent très bien entre eux. Ceux qui se sont affranchis de toute règle, ce sont les États-Unis qui ont voulu imposer leurs règles sur le monde. Vous n'allez pas retourner le problème ici. Et qu'ils aiment faire des pactes, des accords, des collaborations, et elle dit qu'on va vers une direction du monde portée par ces autocrates-là. Et je vais m'arrêter un tout petit peu, pardon Valérie, mais sur la question du nucléaire. Ce sera peut-être mieux que la direction du monde que l'Occident a voulu donner avec à la tête les États-Unis, qui était finalement un ordre criminel basé sur la force, où les États-Unis se permettaient tout et n'importe quoi et de détruire et aller piller les pays qu'ils veulent. On l'a vu avec l'Irak, on l'a vu avec la Libye. Donc, vos conneries là, ça ne passe plus personne n'y achète, plus personne n'y croit,
c'est fini. Votre blabla, vous le remballez, on s'en branle. Claire, je pense qu'il faut s'arrêter sur ce point parce qu'il y a une autre information du Times ces dernières heures qui dit que l'Iran mène des missions diplomatiques secrètes en Russie pour renforcer ses capacités militaires. Et alors, en quoi ça vous dérange? Vous avez tous la bombe nucléaire. Ils veulent développer leur arsenal nucléaire. Qu'ils le fassent, ça va les permettre d'être en sécurité. On a bien vu aujourd'hui que les États-Unis, par exemple, n'attaquent pas la Corée du Nord parce qu'ils savent qu'ils sont armés et ils savent qu'il y aura représailles. Donc, j'encourage les Iraniens, en tout cas, à développer leur programme nucléaire. Comme ça, demain, tous les pays du monde devraient avoir l'arme nucléaire. Si plus de pays avaient l'arme nucléaire, les Occidentaux iraient moins déstabiliser les autres. C'est parce qu'ils se sont cru en suprématie, et parce que pendant longtemps, c'était eux les plus fortes puissances militaires qui ont autant déstabilisé le monde. Je le dis ici, ceux qui ne sont pas contents, fâchez-vous si vous voulez, je m'en fous, c'est dit. Et de défense, et le conseil principal du guide suprême iranien a fait la navette sur Long Times toujours, sur des vols clandestins pour rencontrer de hauts responsables russes. Le conseiller principal, vous voyez les mots, ce qui s'affiche, aurait effectué ces vols secrets. Vous disiez, on n'est pas loin selon la IEA pour le nucléaire militaire. Un expert dans ce même article prévient que l'Iran est à un battement de cœur de la capacité nucléaire. On peut imaginer effectivement que la Russie, dans le cadre de cette amitié hors cadre et contre le cadre, donne le coup de... Le dernier battement. Ouais, au niveau matériel, technique, alors je suis loin d'être un spécialiste de l'enrichissement, mais ils atteignent des taux de 82%, c'est-à-dire qu'on est vraiment plus très loin de l'arme nucléaire, de la bombe atomique aux mains du régime des ayatollahs, et plus inquiétant encore peut-être que l'aspect technique et l'aide qui sera sans aucun doute fournie par... Nous, on leur souhaite d'avoir la bombe nucléaire. Ça va rééquilibrer profondément et modifier le rapport de force dans la région. Peut-être même pacifier la région. Moscou, c'est le changement de doctrine. C'est-à-dire que le guide de la révolution a clairement dit, un peu comme Poutine l'avait fait il y a quelques mois, qui songeait à changer, à modifier la doctrine nucléaire de la République islamique, et avec un changement stratégique important, et même peut-être une sortie officielle du traité de non-prolifération. Donc il y a l'aspect technique, matériel et... Les États-Unis sont bien sortis du traité de non-prolifération. Ça ne vous a pas dérangé. Vous n'allez pas nous casser les bonbons parce que l'Iran va le faire. Non, il ne fallait pas que les États-Unis le font. Sinon, allez commencer à ouvrir votre bouche pour votre patron américain devant qui vous rompez comme des larves avant de venir casser les pieds aux autres. Et on voit que ça va très vite. Et il y a aussi l'aspect idéologique où le guide dit maintenant sur la chose nucléaire, on va changer notre position, et oui, peut-être qu'on assumera dans quelques semaines, dans quelques mois, le fait qu'on a un programme militaire. Valérie, on pensait que l'Iran était affaibli avec la chute du Hezbollah, et en fait, finalement, on découvre de manière souterraine, il se réarme de façon extrêmement inquiétante. Souvenez-vous, l'Iran avait dit que le jour où il frapperait Israël, ce serait sans pitié. Ils n'ont pas répondu aux dernières frappes. Donc là, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter sur ce qui va se passer, et on peut se demander aussi si l'accord proche, la fin de la guerre avec Gaza n'est pas aussi en lien, si Israël ne veut pas désormais se concentrer sur un futur front éventuel avec l'Iran, mettre toutes ses forces sur ce front-là. Je ne sais pas, je parle sur le contrôle. Non, mais vous avez raison, Valérie, et avec Trump qui est au pouvoir dans ces jours. Et Trump, comment va-t-il réagir? Quand même, l'Iran, c'est leur ennemi historique, donc il devait rencontrer Poutine. Comment va-t-il accepter? Non, parce qu'il ne va pas l'accepter. Comment va-t-il considérer? Mais il ne va pas accepter alors. Donc parce que Trump ne va pas accepter, ça va changer quoi? Vous aussi, vous êtes expert, mais ça va changer quoi? Sincèrement, dites-le nous. Ce nouvel accord, ce rapprochement qui est quand même qui lie ces deux pays, vous le disiez, d'autocrates de manière extrêmement menaçante. Et oui. Eh bien, on va voir. L'administration Trump est en fait déjà à l'œuvre. Enfin, on le voit notamment sur l'accord sur Gaza que vous évoquez, qu'on espère tous. Peut-être aujourd'hui, on sait que Trump a fait des déclarations hier en disant que ça y est, ils avaient topé là, et qu'il espérait une libération très très rapide des otages. Maintenant, une fois qu'il sera dans le bureau ovale, il va falloir qu'il concilie effectivement
sa volonté de dialogue avec Poutine, je ne parle pas d'amitié parce que je ne veux pas caricaturer, mais en tout cas il y a une volonté de dialogue avec le président russe, et la manière dont il va traiter le dossier iranien, effectivement c'est l'ennemi suprême, et si Israël venait à lancer l'ennemi suprême de la planète, c'est les États-Unis et le bloc occidental. C'est eux les ennemis suprêmes, responsables de la colonisation, de l'esclavage, de la destruction et du pillage de pays toutes ces dernières années. États-Unis, plus de 200 guerres depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dans leurs pas, il y a des traces de sang. On peut les suivre juste avec les traces de sang qu'ils ont laissées et qu'ils ont fait couler partout sur la planète. C'est eux les ennemis suprêmes ici, personne d'autre. Je le dis ici, ceux qui ne sont pas contents, fâchez-vous si vous voulez, c'est pareil. Une vaste opération contre l'Iran après s'être débarrassé du Hezbollah, après avoir peut-être provisoirement clos le dossier Gazaoui. Il faudra voir comment les Américains soutiennent ou non l'État hébreu. Pour qualifier la situation, Sébastien Lecornu a choisi des mots forts. La situation pire que pendant la guerre froide. On va le réécouter, Sébastien Lecornu. La situation, elle est pire que pendant la guerre froide. Je suis triste pour la France de voir une France totalement soumise devant les États-Unis. Je suis vraiment très triste pour cette France-là. J'aurais aimé voir une France grande, comme à l'époque encore de Jacques Chirac, quand De Villepin nous fait le célèbre discours quand la France refuse de suivre les États-Unis en Irak. Maintenant, c'est fini cette France-là. Aujourd'hui, la France, tout derrière les États-Unis, est uniquement caniche de l'américain. On est bien loin de la France, première puissance mondiale du XVIIe siècle. C'est triste. Elle est pire que pendant la guerre froide, tout simplement parce que nous avons des espaces nouveaux qui se sont militarisés. En 2025, quand Téhéran se réarme, quand Moscou se réarme, il ne se préoccupe pas d'un pourcentage de PIB. Il compte le nombre de missiles, il compte le nombre de bateaux, il compte le nombre d'avions qui sont réellement mis sur la table pour malheureux. Bien sûr, c'est important parce que si tu n'es pas suffisamment armé, l'Occident t'attaque, t'agresse et te détruit et pille tes ressources. Donc, obligé d'être armé pour contrer la menace occidentale. Potentiellement nous faire peur, voire nous faire la guerre. Donc, il y a les 2% et derrière, il y a la réalité militaire. Et ce que je tiens à dire, c'est que les peuples occidentaux n'en profitent pas. C'est surtout une petite élite occidentale qui en profite de ces pillages et de ces massacres sur la planète. Marlène Schiappa, en termes de communication, faut dire la vérité, c'est ça. Maintenant, on est rentré dans la période de... faut préparer les opinions. Bien sûr, et je pense que le ministre Sébastien Lecornu a parfaitement raison de dire les choses et d'être extrêmement clair. Mais ce que je trouve préoccupant en termes de communication, justement, c'est le silence de l'Union européenne. On a l'impression que c'est un acteur qui disparaît quasiment du rapport de force, puisque l'ère aujourd'hui de la géopolitique... Bah non, mais tout le monde a compris que l'Europe est tout des États-Unis. Tu peux pas suivre quelqu'un, te soumettre à quelqu'un et t'attendre à être respecté par les autres. Non. Si l'Europe avait une position indépendante, elle serait plus écoutée sur la scène géopolitique internationale. Mais le conflit en Ukraine juste va être réglé entre la Russie et les États-Unis. Donc c'est bien la preuve encore une fois que l'Europe est totalement inféodée aux États-Unis. Et on ne parle pas avec l'esclave, on parle avec le maître. Donc les États-Unis prennent toute la place que de l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est au rapport de force. Donc on a des grands acteurs qui s'organisent entre eux, qui s'allient. Et que pèse une Union européenne affaiblie avec une voix de Giorgia Meloni qui n'est pas du tout en accord avec celle du président français Emmanuel Macron, avec Olaf Scholz qui, quand il prend la parole une fois sur deux, tacle ses partenaires européens, au premier lieu desquels la France, avec une extrême droite allemande très très puissante et en passe de monter très très fortement. Et donc dans ce marasme, on a des alliances d'autocrates effectivement. On a un Trump extrêmement fort et en face, le champ au-delà de l'Union européenne, je dirais le champ des progressistes de façon générale se disparaît avec la démission de Justin Trudeau et avec l'affaiblissement de l'Union européenne. On se demande qui porte la voix de la raison, du progrès, de la paix, du respect des traités internationaux aujourd'hui dans le débat international. En tout cas, il y a une voix qui s'élève un peu plus fort du point de vue... En tout cas, pas l'Europe pour répondre à ta question. Vraiment pas l'Europe. International, c'est du côté de l'OTAN. Mark Rutte, secrétaire général adjoint, secrétaire général tout court d'ailleurs, on l'écoute. Nous devons éviter de créer de nouvelles barrières entre alliés qui ne feraient qu'augmenter les coûts
compliquer la production et entraver l'innovation. À l'heure où la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran augmentent leur coopération industrielle de défense à des niveaux sans précédent, ce serait un acte d'automutilation d'ériger de nouvelles barrières entre alliés au sein de l'OTAN. Oui, enfin, vœu pieux, non? Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de les ériger, ces barrières entre membres de l'OTAN, ne serait-ce qu'avec l'élection de Donald Trump? Oui, avec la pression de Trump qui dit... Bah, c'est sûr que là, Trump, il va mettre l'Europe au pas, là. Et lui et son gouvernement, ils ont commencé, ça se voit qu'ils en ont horreur de cette élite européenne, vu qu'ils ont commencé à soutenir les régimes d'extrême droite de certains pays européens. Parce que Trump, c'est un nationaliste. Et l'élite européenne, elle est proche de l'État profond américain. Donc forcément, ça crée des dissensions. Aux pays membres de l'OTAN, consacrer 5% de votre PIB, il faut que tout le monde mette de l'argent dans la caisse, sinon de toute façon nous on arrête de vous protéger. Donc on est quand même face à un Trump extrêmement puissant. Enfin, il arrive à la Maison Blanche avec cette force-là et ce rapport de force qu'il compte instiller avec même ses pays alliés, même ses... Bah, Trump, il aime les rappeurs de force, il est connu pour ça. Donc là, l'Europe, vraiment, on voit que tout total des États-Unis. Pays partenaires, et notamment sur la question de l'OTAN. Et puis derrière l'OTAN, il y a la question, mais ça c'est un serpent de mer, la défense européenne. La menace n'a jamais été aussi forte. Enfin, on le voit, la menace iranienne, la menace russe, la guerre toujours à l'est de l'Europe, même si on imagine que des négociations vont bientôt arriver pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu en Ukraine. La menace est extrêmement forte. Tous les politiques le disent, et pourtant les Européens sont incapables de s'organiser. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette réaction? Si vous avez aimé la vidéo, un j'aime, un abonnement, et on se dit à bientôt pour les prochaines réactions. C'est une réaction minimum par semaine. Et à côté de ça, je sors une vidéo d'analyse. On va parler de différents sujets. Donc ça s'appelle des palabres. Je lance des palabres. J'ai commencé la semaine dernière. La première palabre est sortie. Là, la deuxième, elle arrive ce vendredi. Donc les palabres, ça va être tous les vendredis 19h. Il y a une palabre qui va sortir sur un nouveau sujet. Et dans la semaine, ça va être une à deux réactions minimum. Donc si vous aimez, un j'aime, un abonnement. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était votre gars Héritier Bateke.